Salam alaikum. Voilà la vidéo 2 sur les exercices transformation de Fourier. Une suite. Exercice 1. On cherche la transformée de Fourier du signal gaussien xt égale 1 sur racine de 2pi sigma x carré et moins t2 sur 2 sigma x2. Bon, c'est qu'on liste à la forme de la probabilité, la densité de probabilité normale. Mais là, c'est pas une probabilité, mais un signal. Première question, tracer l'allure de xt. Deuxième question, exprimer la TF de la dérivée de x. Troisième question, en déduire une équadif de grand XF de premier ordre. Dernière question, trouver grand XF, la TF de x. Cinquième, montrer que les étalements de x et grand X sont liés. Donc les étalements, c'est-à-dire la largeur des courbes suivant le temps, et la largeur de la courbe suivant l'axe des fréquences. Donc pourquoi cet exercice? Il est décomposé en plusieurs questions. Parce que le calcul direct de l'intégrale de Fourier du signal xt, il est un peu difficile. Alors, première question, tracer l'allure de xt. Donc là, pour le cas particulier, sigma égale 1. Donc la courbe connue en cloche, la gaussienne, de moyenne nulle. Deuxième question, exprimer la TF de la dérivée de x. Donc, on reprend l'expression de xt et on la dérive. Exprime t égale yt. Donc, on note y, la dérivée de x. Donc, c'est 1 sur racine de pi sigma 2, moins t sur sigma 2 et moins t2 sur 2 sigma 2. Et bien qui est égal à moins t sur sigma 2 fois x. Donc x' égale y égale moins t sur sigma 2 x. Le fait que x' soit égal à y, donc d'après les propriétés de la TF, la transformée de Fourier de grand Y, de y, c'est j de pi f grand xf. Donc dérivateur. Donc on va appeler ces deux égalités relation grand A. On passe à la troisième question. On déduire une équation différentielle de grand XF de premier ordre, c'est-à-dire une relation entre la dérivée de x par rapport à f et grand X. Alors, la définition de grand X, c'est l'intégrale de x et moins j de pi ft dt. Donc on va dériver les deux termes de cette définition. On va dériver par rapport à la fréquence. Ça nous donne x' de f égale dxf sur df égale l'intégrale moins j de pi t xt et moins j de pi ft dt. Donc là, on court-circuite, nous les physiciens, tout est bon, tout ça marche, tout est continu, uniformément continu. On peut dériver sous le signe somme, etc. Alors ça implique x', je fais sortir le moins j de pi. Il reste l'intégrale de tx exponentielle moins j de pi ft dt. Donc cette intégrale, c'est justement la transformée de Fourier de tx. Alors d'après A, on a txt égale moins sigma x2 yt. Alors on en déduit grand x' f égale j de pi
sigma x carré, la transformée de Fourier de yt. D'après A, encore, x' f égale moins 2pi sigma x carré, f grand X f, puisque grand YF, d'après A, c'est J de pi f grand XF. Donc voilà, on a trouvé une relation entre x' f et xf. C'est une équation différentielle de premier ordre. Trouver grand XF, la TF de x, et tracer son allure. Donc ça revient à se poser la question, résoudre l'équation différentielle. Alors, on reprend les coadifs, x' f égale k1 fxf, on pose k1 égale moins 2pi sigma, le tout au carré. Une solution de x' égale k1 fx, et sous la forme xf égale k2 exponentielle moins k3 f carré. K2, k3 des constantes à trouver. Alors, on commence par chercher le k3. On dérive b, x' f égale moins 2k2 k3 f exponentielle moins k3 f carré, qui est lui-même égal, puisque c'est x' f, égale k1 fois fxf, donc égale k1 fois k2 f exponentielle moins k3 f carré. On en déduit, puisque c'est vrai quel que soit f, que k3 égale moins k1 sur 2, en simplifiant par k2. Donc k3 égale moins k1 sur 2 égale 2pi sigma, le tout au carré divisé par 2. Voilà, on a trouvé k3. Cherchons k2. Alors, d'après B, donc la relation B, si on prend f égale 0, on a grand X de 0 égale k2. Or, grand X de 0, c'est la définition de la transformée de Fourier. Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de xt dt. Donc, c'est 1 sur racine de 2pi sigma 2, l'intégrale de e moins t carré sur 2 sigma 2 égale à 1, puisque la gaussienne est une probabilité, une densité de probabilité. L'intégrale sur R de xt dt égale 1. K2 égale à 1, et finalement, grand XF égale exponentielle moins k3 f carré, le k3 qu'on a trouvé. Donc si on pose sigma indice grand X égale 1 sur 2pi sigma indice petit x, on peut écrire k3 sous la forme 1 sur 2 sigma grand X au carré. Et finalement, grand XF s'écrit exponentielle moins f carré sur 2 sigma indice grand X au carré. Donc disons c'est une gaussienne proportionnelle à une gaussienne. Il n'y a pas le facteur multiplicatif 1 sur 2, 1 sur racine de 2pi sigma grand X carré. Cinquième question. Montrez que les étalements de x dans le temps et grand XF dans le domaine des fréquences sont liés. Largeur des courbes suivant le temps et la fréquence. Alors, on a sigma indice grand X égale 1 sur 2pi sigma indice petit x. Donc, le produit des écarts types sigma x et sigma grand X est constant. Donc, ça veut dire que si l'un des deux écarts types croît, l'autre décroît. Donc, les largeurs des courbes dans le temps et dans la fréquence sont inversement proportionnelles.
Donc si le signal dans le temps est étalé, son spectre est étroit. Si le signal est étroit, son spectre est étalé. Exercice 2. Calculer et tracer la transformation de Fourier de l'impulsion triangulaire TRT. Donc là, vous avez le signal, une impulsion triangulaire, nulle en dehors du segment moins 1, 1. Entre moins 1 et 1, le signal a la forme d'un triangle avec les côtés égaux. Deuxième question. Déduire la relation entre l'impulsion porte et l'impulsion triangle. Alors, première question, on va faire le calcul direct de la TF de TR. Donc, on pose la définition, grand XF égale l'intégrale de moins 1 à plus 1 de TRT exponentielle moins J de PFT dt, puisqu'il est nul en dehors de moins 1, 1. On profite de la parité du signal triangulaire, puisqu'il est pair, et on intègre juste entre 0 et 1, en multipliant par 2. Donc c'est l'intégrale, 2 fois l'intégrale de 0 à 1 TRT cosinus de pi ft dt. Parce que l'intégrale de moins 1 à plus 1 de TRT fois J sinus moins J sinus de pi ft est nul, puisque le sinus est impair. Donc l'intégrale de TRT fois sinus de pi ft est nul, puisque sinus est impair et TR pair, le produit de ces deux signaux est impair. Alors ça donne XF égale 2 fois somme de 0 à plus 1. Entre 0 et 1, l'équation du triangle, c'est 1 moins t, puisque pour t égale 0, on a bien 1, et pour t égale 1, on a bien 0. Donc c'est un segment qui joint les deux points. Donc fois cos de pi ft dt. On développe. Donc c'est 2 fois intégrale 0 à 1 de cosinus, moins 2 fois somme de 0 à 1 de t cos. Donc ça donne 2 fois sinus de pi ft sur 2 pi f entre 0 et 1, moins 2, intégrale de 0 à 1 de td, sinus de pi f sur 2 pi f. Parce que cosinus dt, c'est d sinus sur 2 pi f. Alors ça donne xf égale 2 sinus cardinal de 2f, moins 2. Donc sinus de 2 pi f sur 2 pi f entre 0 et 1, plus 2 fois cosinus de 2 pi f sur 2 pi f carré entre 0 et 1, intégration par partie. Donc on trouve grand XF égale moins 2 cosinus de 2 pi f moins 1 sur 2 pi f au carré. Le cos de pi f, d'après les égalités trigonométriques, c'est 1 moins 2 sin carré pf, pi f. Et finalement on trouve grand XF égale sinus pi f au carré sur pi f au carré, c'est-à-dire le sinus cardinal au carré de f. Donc xf égale sinus pi f sur pi f, le tout au carré. Donc c'est le carré du sinus cardinal. Deuxième question. En déduire la relation entre l'impulsion porte et l'impulsion triangle. Donc on vient de trouver que la transformée de Fourier du triangle est le carré du sinus cardinal. Et on a déjà vu dans la première vidéo la transformée de Fourier du signal porte égale sinus cardinal. Donc je rappelle le signal porte, il est nul en dehors de moins n demi et constant en
entre moins 1 demi et 1 demi-seconde égale à 1. La transformée du triangle, c'est sinus cardinal carré de f, d'où transformée de Fourier de TRT égale la transformée de Fourier de P au carré. On sait que la transformée de la convolution est le produit des transformées, et la transformée des produits dans le temps est la convolution dans le domaine des fréquences. Donc là, on a un produit dans le domaine fréquentiel. Donc ça veut dire que c'est une convolution dans le domaine temporel. Donc TRT égale PT convolué avec lui-même. C'est-à-dire l'expression intégrale TRT égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, porte de taux, et la version décalée, porte de T moins taux des taux. Voilà, donc le triangle est le résultat de la convolution du signal porte. Donc on a P de T moins taux, version décalée, puis renversée, et le signal PT, et le triangle. Alors, exercice 3. L'objectif de cet exercice, c'est de définir la durée effective d'un signal et la bande effective occupée par un signal, et le lien entre ces deux quantités. Alors, on suppose que X est un signal transitoire de TFXF. La première question, donnez le rapport des surfaces définies par les courbes de module carré X et module carré grand X. Deuxième question, quel est le rapport des aires des surfaces définies par les courbes de X et grand X? Troisième question, E désigne l'énergie du signal X, qui est égale à celle de grand X. On définit l'instant moyen du signal petit x et la fréquence moyenne de grand X par T1, donc l'instant moyen du signal xt, l'intégrale de T module de x au carré dt divisé par l'énergie. La fréquence moyenne, c'est l'intégrale de f module de x carré df sur l'énergie. De manière similaire, on définit les écarts types temporels et fréquentiels par donc l'écart type étant sigma, le carré c'est la variance. Donc la variance temporelle, c'est l'intégrale de t moins t1 qui est l'instant moyen au carré module de x carré dt sur l'énergie. La variance fréquentielle, l'intégrale de f moins la fréquence moyenne au carré module de grand X carré df sur E. On définit les deux fonctions P indice t qui est module de xt carré divisé par l'énergie. Donc module de xt au carré, c'est l'énergie instantanée. De même, P indice f, c'est l'énergie instantanée du spectre divisé par l'énergie totale. Montrez que ces deux fonctions définissent des densités de probabilité. Quatrième question, justifiez et interprétez les définitions de la moyenne et de l'écart type données ci-dessus. Cinquième question, S est un signal complexe à décroissance rapide, c'est-à-dire limite de t carré st, limite de t carré st ou de t st égale 0 lorsque t tend vers plus ou moins l'infini. Donc on appelle ça signal à décroissance rapide. Alors S égale, on donne donc SU égale un signal qui est égal au produit TST et on considère V qui est la dérivée du signal S.
Donc là, on a trois signaux, S, TS et S'. Donc on suppose que ces trois signaux sont à énergie finie. Alors, en appliquant l'inégalité de Schwartz, c'est-à-dire le carré du produit scalaire est inférieur ou égal au produit des normes au carré. Donc, module de l'intégrale de U conjugué de V tout au carré inférieur ou égal à l'intégrale du module de U au carré fois l'intégrale du module de V au carré. Donc, en appliquant cette inégalité, montrer que E carré sur 16 pi carré inférieur ou égal à l'intégrale de t carré s carré t dt fois l'intégrale de f carré module de grand S au carré df. 6. Appliquer le résultat 5 au signal particulier petit s de t égale xt plus t1 exponentielle moins j de pi f1 t. Donc t1 étant l'instant moyen et f1 la fréquence moyenne. 7. En déduire finalement que delta t fois delta f est supérieur ou égal à 1 sur pi. Avec delta t, c'est 2 fois l'écart type temporel, delta f 2 fois l'écart type fréquentiel. Donc on appelle ces deux quantités delta t et delta f la durée effective et la largeur de bande effective. 8. Interpréter le résultat du 7 où l'inégalité delta t delta f supérieure ou égale à 1 sur pi. Alors, commençons à résoudre cet exercice. Donnez le rapport des surfaces de module de x carré et module de grand x carré. On a E égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de module de x carré dt. D'après Parseval, Plancherel, c'est justement l'intégrale de module de x carré df. Donc les aires des deux surfaces sont égales. Deuxième question, quel est le rapport des aires des surfaces définies par les courbes de x et grand X? Donc on pose grand S indice x, R de la surface x, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de xt dt, qui est justement par définition la valeur du spectre à la fréquence nulle, grand x0. Ou bien, si vous voulez, ce qu'on appelle le gain statique quand il s'agit d'un filtre. De même, grand S indice grand X, d'après la relation inverse, c'est somme de moins l'infini à plus l'infini grand XF df, qui est justement la valeur du signal à l'instant t égale 0, petit x 0. Donc le rapport des surfaces, grand X, petit x divisé par grand S, grand X, c'est grand X de 0 sur petit x de 0. Bien sûr, lorsque petit x de 0 n'est pas nul. Alors, troisième question, montrez que ces deux fonctions définissent des densités de probabilité. Donc, montrez que P indice T, P indice F sont des D, dP. Alors, PT égale module de xt au carré sur E est toujours positive. D'autre part, l'intégrale sur R de PT, c'est l'intégrale sur R de module de x carré sur E dt. On fait sortir le E, 1 sur E, l'intégrale de module de x carré dt, donc c'est E sur E, égale à 1. Donc ces deux conditions nous permettent de conclure que P indice T est une densité de probabilité. De même, pour PF, module de x carré sur E est toujours positif. L'intégrale de PF, c'est l'intégrale de module de grand X carré sur E, c'est 1 sur E. L'intégrale de module de x carré df, c'est E sur E égale 1. Donc P indice F est une densité de probabilité. Quatrième question, justifier et interpréter les définitions de la moyenne et de l'écart type. Alors, T1,
égale espérance de t. Donc si on considère t comme une variable aléatoire, t1, l'instant moyen, c'est l'espérance de t, c'est l'intégrale de t pt dt, puisque p est une densité de probabilité. Donc c'est bien justifié comme définition de t1. Sigma t carré, c'est la variance. Si on considère t comme une variable aléatoire, donc c'est espérance mathématique de t moins t1 au carré égale l'intégrale de t moins t1 au carré fois la densité de probabilité. Donc les définitions de t1 et sigma t sont justifiées par le fait que p est une DDP. Idem pour la fréquence, donc f1 et sigma f. On a i inférieur ou égal à j. D'accord? I est inférieur ou égal à j d'après Schwartz. Alors, développons le i. I égale module au carré de ts ds. Donc s fois ds, c'est ds carré sur 2. Donc ça fait module au carré de n demi intégrale de t ds carré. Intégration par partie. Ça me donne le module au carré de 1 demi ts carré entre moins l'infini plus l'infini, moins 1 demi intégrale de s carré dt. Puisque s est à décroissance rapide, donc t fois s carré tend vers 0 à l'infini et tend vers 0 à moins l'infini. Donc i égale e carré divisé par 4, puisque c'est module au carré de n demi intégrale de s carré dt. Intégrale de s carré dt, c'est l'énergie du signal st, donc c'est E. Donc ça me donne I égale E carré sur 4. Alors pour J, en utilisant Parseval et transformé de Fourier de la dérivée, on a J égale l'intégrale de T carré S carré dt fois l'intégrale, puisque l'intégrale de S' au carré, c'est justement l'intégrale de la transformée de Fourier de S' au carré. Et la transformée de Fourier de la dérivée, c'est J de pi f fois grand SF. Donc ça me donne l'intégrale de module de J de pi f grand SF au carré df. Donc J égale, je fais sortir le J de pi f en module au carré, ça me donne 4 pi carré fois l'intégrale de t carré s carré fois l'intégrale de f carré grand S carré. Donc Schwartz, I inférieur ou égal à J, c'est équivalent à dire que E carré sur 16 pi carré inférieur ou égal à carré inférieur ou égal à l'intégrale de t carré s carré fois l'intégrale de f carré module de s au carré. Ce qu'il fallait démontrer. Alors on va appliquer 5 au signal st égale xt plus t1 exponentielle moins j depuis f1t. Donc là c'est le produit de x avec un exponentiel. On a décalé, translaté x de t1 seconde moins t1 seconde et on a décalé le spectre de f1 Hz. Donc c'est une version de x qui est décalée dans le temps de t1 et décalée dans le domaine des fréquences de f1. On va appliquer 5 à ce signal S. Retard plus décalage. Donc là, on a un retard qui est moins t1 et un décalage fréquentiel f1. On applique les propriétés de la tf. Grand Isf égale exponentielle j de pi ft1 dû au retard temporel fois grand X f plus f1 dû à l'exponentielle moins j de pi f1t. Donc on applique 5 e carré sur 16 pi carré
Donc, je signale que le module de S, il est égal au module de X, T plus T1. Donc, le signal S et le signal X ont la même énergie E. Donc, E carré sur 16 pi carré inférieur ou égal à l'intégrale de T carré X carré T plus T1 dt fois l'intégrale de F carré grand X carré F plus F1 df. Si on effectue un changement de variable, on pose T plus T1 égale T', on aura donc inférieur ou égal à T' moins T1 au carré X carré T' dt'. De même, si on pose F plus F1 égale F', on aura intégrale de F' moins F1 au carré X carré F' df'. Donc là, on reconnaît. Donc j'appelle cette équation, c'est une équation grand C. 7, en déduire finalement que delta T delta F supérieur ou égal à 1 sur pi. Donc la chute de l'exercice. Delta T égale 2 sigma T, delta F égale 2 sigma F. Alors d'après C, 1 sur pi carré. Donc je multiplie les deux termes de l'inégalité par 16 sur E carré. Et je répartis 16 sur E carré entre les deux termes du produit. Ça fait 4 sur E, 4 sur E. Donc ça fait 4 intégrale de T' moins T1 carré X carré T' sur E dt' fois 4 intégrale F' moins F1 carré grand X carré F' sur E. Relation D. Donc la relation D, justement, c'est 1 sur pi 2 inférieur ou égal à 2 sigma T, le tout au carré, fois 2 sigma F, le tout au carré. Donc on a 1 sur pi inférieur ou égal à delta T point delta F. La relation E. Interprétation. Donc si on appelle delta T la durée effective du signal X, et delta F la bande effective occupée par le signal XT, donc cette relation E rappelle un peu l'inégalité d'incertitude de Heisenberg en mécanique quantique, l'étalement temporel est inversement proportionnel à l'étalement fréquentiel. Voilà, donc on retrouve un peu la conclusion de l'exercice 1. Dans le cas général, l'exercice 1 c'était un cas particulier. Donc delta t et delta f sont inversement proportionnels. Il y a une limite inférieure à au produit delta t, delta f. Si delta t est très étroit, delta f est très étalé, large. Donc un signal bref possède un spectre très large. Et un signal qui est très étalé dans le temps possède un spectre étroit. C'est pour ça que, par exemple, l'impulsion de Dirac, qui est brève, partout nulle, sauf au point t égale 0, possède un spectre de Fourier constant égal à 1, quelle que soit la fréquence. Et aussi les bruits. Là, je fais une interpolation, mais juste pour interpréter. Un bruit qui est impulsionnel, son spectre est étalé, quelle que soit la fréquence f. Inversement, une fonction constante, par exemple x de t égale 1, possède transformé de Fourier, qui est le pic de Dirac, delta f, qui est extrêmement étroit. Alors une petite remarque, on a résolu l'exercice pour S signal réel. On peut appliquer donc généraliser pour S complexe si on prend la partie réelle et la partie imaginaire à part, puisque le module de S au carré, c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Voilà, je vous remercie. Donc prochaine vidéo, 3 sur 10.
sera consacré à l'échantillonnage des signaux analogiques.